Ce programme vous est offert par Illico Cash. Inondation à Kinshasa, plusieurs dégâts matériels enregistrés dans la capitale. La route nationale numéro 1 vers le PKO à hauteur du Campem menacée de coupure. Pour cause, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. Des travaux en urgence ont été diligentés et la menace jugulée. Le président russe Vladimir Poutine a signé un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, dont des soldats selon Kiev et Washington sont sur le point de rejoindre les troupes russes dans leur combat contre les forces ukrainiennes. Cet accord prévoit une aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. On ouvre avec le débat sur la révision ou changement de la Constitution en RDC qui continue de susciter des vives réactions alors que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en sigle Augustin Kabouya, a défendu ce dimanche le projet de son parti en faveur d'une nouvelle Constitution sécuritaire et adaptée aux réalités du pays. Le projet de réforme constitutionnelle défendu par le président Félix Tshisekedi inclut la création d'une commission nationale multisectorielle pour proposer une nouvelle constitution adaptée aux réalités du pays. L'UDPS a officiellement lancé une campagne de sensibilisation pour mobiliser en faveur de cette réforme. Cependant, ce projet divise profondément la société congolaise. Poursuite ce dimanche de travaux de la 15e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine. Au centre des discussions, la problématique des règles d'origine, le commerce électronique et le règlement de différends entre pays membres. Le secrétaire général de commerce extérieur représente le ministre Julien Paluku. Ouvert le samedi 9 novembre à Addis Abeba, les travaux de la 15e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine se sont poursuivis ce dimanche 10 novembre. Lors de son discours d'ouverture, le président éthiopien Taye Ataske a appelé les pays africains à une grande mobilisation pour l'opérationnalisation effective de cette zone économique. Cette réunion est focalisée sur la problématique des règles d'origine, le commerce électronique et le règlement des différends entre les pays membres. Représentant le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, pour le compte de la République démocratique du Congo, Jules Mouilou, secrétaire général au commerce extérieur, a fait entendre que la mise en œuvre de la ZLECAf est un impératif pour les pays africains car elle augure la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Vous le savez, la mise en œuvre de la ZLECAf est un impératif pour tous les pays africains. Et donc, il y a un agenda qui a été tracé et donc autour des questions essentielles liées à la promotion du commerce, à la promotion de produits africains, aux échanges commerciaux, à la facilitation, aux investissements, à la promotion du commerce numérique, également à la promotion du commerce pour les femmes et les jeunes. De son côté, Wankale Mene, secrétaire général de la ZLECAf, a insisté sur le respect des engagements pris par les pays membres car la mise en œuvre de la ZLECAf va contribuer à changer les économies des pays africains. Autre chose, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Azizamounana, a dépêché une délégation dans la province du Mai-Ndombe pour assister les sinistrés du naufrage de Lukeni. Toutes les familles des victimes sensibilisées ont reçu de dons en vivres et non-vivres et des enveloppes. Prise par d'autres catastrophes humanitaires et soucieuse de la province de Mai-Ndombe, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a dépêché une forte délégation dans la province dans le but d'apporter une assistance humanitaire aux familles éprouvées et aux rescapés du naufrage survenu au large de la rivière Lukeni dans le village Mazoko, territoire des Koutou. La délégation composée de l'ambassadrice humanitaire Mami Munga Wanyasa, de Jacques Kouyangana, conseiller de la ministre des Affaires sociales en charge de la coopération et action humanitaire. On compte également dans ses rangs
L'émissaire de l'ambassade des Émirats arabes unis à Kinshasa, Kisesa Amadi, partenaire du ministère. Aussitôt arrivé à Bokoro, la délégation va prendre la direction de la commune rurale de Tolo, où 154 rescapés, 36 décès confirmés et 47 disparus ont été sensibilisés. Les sinistrés de Tolo sont les premiers à bénéficier de l'assistance apportée par l'équipe déléguée par Nathalie Azizamounana. Le dynamisme et la vision de Nathalie Azizamounana fait parler d'elle au village Likwangola, où certaines victimes étaient mobilisées. Chacune d'entre elles va recevoir son enveloppe avec l'assistance des autorités locales. Merci pour nous, la fois sociale, merci à nous, ça c'est pour nous, parce que la télévision, merci. Et le représentant du gouverneur de Maïndombe n'a pas manqué de rendre hommage. L'émissaire des Émirats arabes unis a remis des symboles aux autorités locales, notamment aux représentants de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Nathalie Azizamounana, signe d'amitié, de bonnes relations entre les deux pays. Une manière pour le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale de remercier l'émissaire des Émirats arabes unis pour la promptitude avec laquelle elle a répondu aux cris de détresse de la population de Maïndombe. Ce geste s'inscrit dans la vision du gouvernement Judith Souminois et sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir reçu le mercredi dernier dans son cabinet de travail une délégation du groupe Angèle, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, s'est rendu personnellement à l'usine des recyclages de bouteilles plastiques pour s'assurer de sa capacité à faire face à l'augmentation du ramassage de déchets qu'il avait planifié lors de la dernière rencontre avec les responsables de la société. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et la société Kintoko s'accordent sur une meilleure rémunération des ramasseurs de déchets plastiques planifiée par l'hôtel de ville. C'est à l'issue d'une visite d'inspection samedi dernier dans cette usine de recyclage de bouteilles plastiques. Il était question pour le premier citoyen de la ville de s'assurer de sa capacité à faire face à l'augmentation des ramassages de déchets planifiés par l'hôtel de ville. Nous voulons, de manière alignée à la vision du chef de l'État, faire en sorte que nous ne puissions plus enfouir les déchets, mais par contre mettre en place une dynamique de transformation des déchets. Kinshasa produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. Alors si nous devons continuer à enfouir, on arrivera un moment où le foncier ne va plus répondre à cette activité. D'où il est important pour nous de commencer justement cette transformation des déchets. Alors, ce qu'il faut faire, que nous visitons aujourd'hui, c'est une ville que le chef de l'État a inaugurée il y a 3 ans et qui s'exerce déjà dans les activités de transformation des déchets plastiques. Et alors, notre intention est justement de voir ensemble les mécanismes que nous pouvons être ensemble pour essayer de les accompagner, parce que nous sommes en partenariat avec la ville de Kinshasa et le groupe Angèle par Kitoko, pour enfin étendre, pas se limiter aux déchets plastiques, mais voir dans la mesure possible étendre ça à plusieurs types de déchets. Pour sa part, la société Kintoko réitère sa ferme volonté, celle d'accompagner la vision du premier citoyen de la ville en rendant Kinshasa une ville assainie. Il veut mettre un terme à l'enfouissement des déchets et il veut privilégier ce qu'on appelle la transformation de nos déchets. Et dans ce domaine, nous, le groupe Angèle, et en particulier l'entreprise Okeplast avec son usine Kintoko, nous sommes le fer de lance. L'autorité urbaine tient non seulement à la transformation de la capitale congolaise, mais aussi à une meilleure rémunération de ramasseurs qu'elle identifie comme un des rouages importants de l'économie circulaire avec l'extension souhaitée du recyclage à d'autres types de déchets pour tendre vers la fin de l'enfouissement recommandé par le président de la République.
Parlons à présent de la problématique des inondations à Kinshasa. C'était de la désolation dans plusieurs quartiers après la pluie diluvienne de ce samedi, notamment dans le quartier Ndano à Limete. Les inondations ont causé plusieurs dégâts matériels. La pirogue était le seul moyen utilisé par les habitants pour se déplacer. De ce fait, la population a sollicité auprès des autorités urbaines le suivi des travaux de construction des dingues afin de prévenir ce drame. À Mbetseke, dans la commune de Mongafula, la pluie a détruit des tombeaux au cimetière de Mbetseke-Fouti. Puis le trafic sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala, dans la même commune, a été perturbé à la suite de monticules de sable créés sur la chaussée par cette pluie. Et ces fortes pluies ont apporté une nouvelle menace de coupure de la route nationale numéro 1 vers le PKO à hauteur du Campem. Tout est parti d'une difficulté des drainages de eau à cause de la petitesse de l'ouvrage. De travaux en urgence ont été diligentés et la menace est jugulée. Un reportage de Nathalie Yoko. À 14h30 l'après-midi de ce dimanche 10 novembre, toutes les deux bandes de la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, à hauteur du Campem, étaient opérationnelles. Ce, après une menace de coupure qui a rendu indisponible une bande à partir de 22h la nuit de la veille. Tout est parti d'une difficulté de drainage d'eau à cause de la petitesse de l'ouvrage de drainage longitudinal de la route. À cet endroit précis, les riverains ont avancé leur propriété, a-t-elle enseigné que l'espace disponible ne pouvait accueillir un collecteur de bonne dimension. Les eaux collectées dans la zone débordent régulièrement, ruisselant sur la chaussée, la dénudant par endroits, pour finir par la ronger à hauteur du Campem. La conséquence a été un affouillement sur quelques 10 mètres de longueur et 5 mètres de largeur avec une profondeur de 3 mètres en dessus de la chaussée, rendant une bande indisponible. Informée, l'agence congolaise de grands travaux, sous la supervision du ministère de CTPR, a vite fait d'activer les concessionnaires pour une intervention en toute urgence. Dans le matin de ce dimanche 10 novembre, le premier camion de matériaux pour le remblayage du sillon sont arrivés sur site et le travail a commencé pendant qu'un effort de gestion de la circulation de manière alternée, selon les sens sur les sites, des travaux a été mis en place. Avec le concours de la police des circulations routières, le matériau bien répandu, les sillons disparus, il a été procédé à un comptage de l'ensemble. Par la suite, l'entièreté de la route a été rendue disponible au grand bonheur des usagers. La solution définitive serait bien évidemment la construction d'un caniveau de bonne dimension qui soit capable d'accueillir le trempe d'eau qui arrive par ici. Pour cela, il faudra dégager l'emprise sur la route en procédant à la démolition des bâtisses qui s'y trouvent. Leadership selon le modèle de Jésus-Christ, c'est le thème de la 18e édition du Petit Déjeuner national de prière qui s'est tenu samedi à Kinshasa, un événement annuel depuis 2004 qui a réuni des personnalités politiques du pays afin de prier ensemble pour la RDC qui fait face à l'agression rwandaise. Des ministres en fonction, députés, sénateurs ont rehaussé de leur présence. Le détail dans ce reportage de Eritine Tambo. Il s'agit d'un événement annuel depuis 2004. Cette 18e édition du Petit Déjeuner national de prière est placée sous le thème « Leadership selon le modèle de Jésus-Christ ». Personnalités politiques ont assisté à cet événement qui était un moment d'adoration et de prières intenses pour les leaders nationaux et la guérison de la nation congolaise, une organisation du groupe Déjeuner de prière de la République démocratique du Congo. L'activité a connu la participation des hommes et des femmes d'obédience chrétienne qui expérimentent le leadership qu'incarne Jésus-Christ comme modèle. Il faut effectivement prier pour la situation à l'Est, mais aussi pour la situation dans tout le pays, parce qu'il faut le reconnaître que les choses ne vont pas très bien dans tout ce pays. Il y a des difficultés énormes. Nous avons prié pour cela et nous savons que malgré la nuit, l'Esprit de Dieu est en œuvre pour nous donner la victoire, parce qu'il nous a promis la victoire en tout point de vue, quoi qu'il arrive, à travers les tempêtes, nous savons qu'il est là. Au cours de ces moments de communion, les participants ont prié pour les maux qui rongent la RDC, implorant la sagesse divine en faveur des autorités du pays pour sauver la nation qui fait face notamment à l'agression rwandaise. C'est important que
les autorités, ceux-là qui dirigent aussi les pays, ceux-là qui prennent part au niveau des décisions, puissent aussi de temps en temps se rapprocher de Dieu pour confier à lui la direction du pays. Cette rencontre est conçue pour être un forum réunissant des dirigeants politiques, leaders sociaux et hommes d'affaires de toutes les obédiences en vue de forger des liens qui font prévaloir le modèle du leadership du Christ. Des ministres en fonction, députés, sénateurs, mandataires publics et autres ont participé à ces 18e petit déjeuner national de prière qui a eu lieu samedi à Kinshasa, à Pullman Hotel. Et l'actualité africaine nous amène en Côte d'Ivoire où Pascal Affi-N'Guessan a été investi candidat du Front populaire ivoirien pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a également été reconduit à la tête de son parti sous fond de tension au sein de la formation à l'issue du congrès qui s'est tenu le 8 et 9 novembre à Yamoussoukro. Dans ce discours, Affi-N'Guessan a exprimé sa joie et sa gravité face à cette responsabilité, affirmant son ambition de porter les aspirations du peuple ivoirien pour construire une nation plus unie. L'ancien Premier ministre et figure de l'opposition lors de la présidentielle de 2020 promet la rupture avec à la clé la suspension du Sénat, l'interdiction du cumul des mandats et autres. Dans le monde, le président russe Vladimir Poutine a signé un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, dont les soldats, selon Kiev et Washington, sont sur le point de rejoindre ces troupes russes dans leur combat contre les forces ukrainiennes, conclu lors d'une visite rare de Poutine à Pyongyang. En juin, cet accord entre deux adversaires de longue date des États-Unis prévoit notamment une aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un de ces deux pays. On tire sur toi, on tire également sur nous. C'est dans cette optique qu'un accord militaire a été signé entre la Russie et la Corée du Nord. Cet accord a été conclu lors d'une rare visite de Vladimir Poutine à Pyongyang en juin. Ces traités entre deux pays prévoient notamment une aide militaire immédiate, réciproque, en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Les soldats sont déjà, selon Kiev et Washington, sur le point de rejoindre les Russes combattant les forces ukrainiennes. La Chambre haute du Parlement russe avait ratifié le 8 novembre ce traité qui devrait encore être signé par le président russe pour entrer en vigueur. C'est ce samedi soir que Kremlin a publié la loi ratifiant le traité sur son site internet, un document révolutionnaire pour Vladimir Poutine. L'accord officialise des mois d'approfondissement de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays alliés communistes tout au long de la guerre froide. La Russie et la Corée du Nord se sont considérablement rapprochés depuis le début de l'attaque russe de l'Ukraine en 2022. L'accord engage également les deux pays à coopérer au niveau international pour s'opposer aux sanctions occidentales et donner leur position aux Nations Unies. Le président Poutine a qualifié en juin cet accord de document révolutionnaire. Citant des rapports des services de renseignement, la Corée du Sud, l'Ukraine et l'Occident affirment que la Corée du Nord a déployé environ 10 000 soldats en Russie pour combattre l'Ukraine. Interrogé publiquement au sujet de ces déploiements en octobre dernier, le président russe ne l'a pas nié, détournant plutôt la question pour critiquer le soutien de l'Occident à l'Ukraine. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les principaux titres. Inondation à Kinshasa, plusieurs dégâts matériels enregistrés dans la capitale. La route nationale numéro 1 vers le PKO à hauteur du Campem, menacée de coupure pour cause les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. Des travaux en urgence ont été diligentés et la menace est jugulée. Le président russe Vladimir Poutine a signé un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, dont les soldats, selon Kiev et Washington, sont sur le point de rejoindre les troupes russes dans leur combat contre les forces ukrainiennes. Cet accord prévoit une aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Et c'est par ici que se referme complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, Madame, Messieurs. Votre fidélité nous honore.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.